Bonjour à toutes et à tous, 12h45 chez vous, voici le sommaire. Aujourd'hui dans le monde, près d'une personne sur 7 est illettrée. En ce 8 septembre, journée internationale de l'alphabétisation, l'occasion est propice pour signer les réalisations dans le domaine. Elle était redoutée par les femmes il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, c'est carrément le premier choix pour les parturientes. On parle de la césarienne et des cas où elle doit intervenir. Enfin, rester sous la climatisation quand il fait chaud, c'est un bonheur, mais y rester longtemps peut vous exposer à certaines maladies. À quelle température faut-il mettre son climatiseur? On en parle. Je le disais, aujourd'hui, 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Célébrée donc chaque 8 septembre, l'édition de cette année est axée sur l'alphabétisation et le multilinguisme. L'objectif étant de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations. Arthur Wendo et Xavier Oreille nous en disent un peu plus. Chaque année, et ce depuis 1957, la journée internationale de l'alphabétisation donne lieu à des célébrations dans le monde entier pour rappeler à tous l'importance pour un peuple de savoir parler et écrire dans sa langue. L'alphabétisation, c'est l'enseignement-apprentissage en langue nationale. C'est-à-dire qu'on apprend à lire, à écrire, à écrire en langue nationale. L'alphabétisation est aussi un droit humain fondamental. Mais de plus en plus aujourd'hui, l'alphabétisation ne se limite plus à l'acquisition des compétences de lecture et d'écriture. Pour cette édition 2019, le thème retenu par l'UNESCO est alphabétisation et multilinguisme. Une thématique pour ressortir l'importance fondamentale de la langue et de sa diversité par les individus et la société. C'est pour faire la promotion de plusieurs langues nationales. En fait, vous savez que dans nos pays, il y a plusieurs langues nationales. Et donc, si l'université parle d'alphabétisation de multilinguisme, c'est qu'il y a la nécessité de faire la promotion des différentes langues qui existent. L'alphabétisation et le multilinguisme est certainement dû au fait que depuis 2015, la communauté internationale a adopté les objectifs de développement durable. Et l'objectif 4 du développement durable vise à ce que toutes les personnes aient accès à une éducation de qualité. En dépit des progrès réalisés, des problèmes liés à l'alphabétisation persistent. Et pour y remédier, la prise en compte de la diversité linguistique dans le développement serait un atout. La difficulté aujourd'hui chez nous, c'est qu'il y a beaucoup à faire dans le sous-secteur. Un pays a besoin de s'instruire. Un peuple a besoin de s'instruire, de communiquer, de travailler, d'innover, d'inventer, de créer avec sa langue. C'est ce dont a besoin un peuple. Et si cela est fait pour tout le monde, on n'aura pas besoin de parler d'alphabétisation. Parce que tout le monde serait instruit dans sa langue. Le multilinguisme contribue au développement de la société. Il peut permettre à de multiples cultures, visions du monde et systèmes de connaissances de coexister et d'évoluer. On parle à présent de cette intervention chirurgicale qui vise à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi abdominale et utérine. La césarienne, souvent pratiquée lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible ou qu'il risque de mettre en danger la santé de la mère et de l'enfant. Mais qu'elle soit programmée ou imprévue, c'est un acte chirurgical maîtrisé, décidé afin d'éviter à la mère et à l'enfant un accouchement difficile. Dans quel cas pratiquer la césarienne? Réponse. On ne vous poussera jamais parce que vous avez fait une césarienne de trop, mais on poussera toujours parce que vous n'avez pas pris la décision à temps. Lorsque l'accouchement par voie dite naturelle est risqué pour la vie de la mère et celle du bébé à naître, la césarienne est aussitôt proposée par l'obstétricien. La césarienne, c'est une intervention chirurgicale
par extraction, c'est-à-dire on enlève le fœtus par voie abdominale, après une incision de la paroi abdominale, c'est pourquoi on parle de laparotomie, puis incision de l'utérus, on parle d'hystérotomie. Donc la césarienne, c'est l'extraction du fœtus après incision de la paroi et de l'utérus et on fait sortir ce bébé. Et ce n'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête. La césarienne est indiquée dans plusieurs cas, mais on va en citer 3. Il y a les césariennes programmées, les césariennes d'urgence et les césariennes de convenance. La césarienne est indispensable, mais c'est codifié. Il y a des indications. Donc, si vous respectez les indications, le problème ne se pose pas. Parce qu'il y a des femmes, elles vont accoucher par voie. Il y a des femmes qui accouchent par voie naturelle plusieurs fois. Et une fois, elles accouchent par opération césarienne parce que l'indication est bien. Selon l'annuaire des statistiques de 2012, sur 385 873 naissances attendues au Bénin, 24 554 sont des césariennes. Un chiffre qui évolue notamment avec la mise en œuvre de la gratuité de la césarienne. Pour preuve, selon le journal de la Société de biologie clinique du Bénin, à l'hôpital de Sourouléré, la fréquence de la césarienne avant la gratuité était de 6% et en juillet 2010, de 37,02% après la gratuité. La césarienne serait aujourd'hui le premier choix que font la plupart des jeunes femmes enceintes, selon Dame Cyprien Lucie, aide aux parturientes depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens qui ne veulent pas trop se gêner et préfèrent la césarienne. C'est ça. C'est à cause de ça qu'elles décident la césarienne. Les tchèques m'ont dit, bon, mais bien, préféré la césarienne, mon agboudje. Il vaut mieux la voix basse, c'est bon. Parce qu'après la césarienne, il y a des gens qui n'ont pas de chance et peut-être par là, ils vont finir de quoi. Donc il vaut mieux que les souffrent de l'accouchement par césarienne, une décision prise par le corps médical, mais également par la femme enceinte pour plusieurs raisons. Grâce aux avancées dans le domaine médical, elle paraît aujourd'hui plus sûre pour la vie de la mère et celle du bébé, mais n'est toujours pas sans risque. Un climatiseur à la maison ou au bureau est utile en période de chaleur. Mais pour garder son organisme sain et avoir un matériel avec des performances optimales, de bons comportements sont à adopter. À quelle température faut-il mettre son climatiseur? Quelles sont les maladies auxquelles on s'expose en restant longtemps sous la climatisation? Un spécialiste en froid et climatisation nous apporte quelques réponses. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consiste à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie. Et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois.
En nouvelle brève à présent, le gouvernement gabonais est sur le point d'obtenir un prêt d'environ 77 milliards de francs CFA auprès de la Banque africaine de développement pour améliorer l'approvisionnement de Libreville et ses environs en eau potable. La Société d'énergie et d'eau du Gabon produit au quotidien près de 230 000 m3 d'eau pour Libreville et ses environs. Mais en raison des fuites dans le réseau, des branchements anarchiques et de la vétusté des installations, seulement 50% de cette production arrive chez les consommateurs. Il sera donc question de réaliser des extensions du réseau dans les communes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum et de renouveler les infrastructures de distribution et de stockage devenues obsolètes. Au Sénégal, à présent, la pêche joue un rôle socio-économique considérable. Elle constitue le premier secteur de l'économie nationale en tant que principal pourvoyeur des devises étrangères. À Mbour, un département de la région de Thiès, tous les jours, plus de 750 embarcations avec 25 personnes à bord quittent la plage pour aller jeter leurs filets au large des côtes sénégalaises. Mbour à la pêche et des défis. C'est une enquête de la RTS. Mbour, à plus de 80 km de Dakar, la localité doit sa notoriété au tourisme mais aussi et surtout à la pêche. Son parc piroguier est impressionnant. Avec le dernier recensement qui a été initié en 2015-2016, nous avons comptabilisé au total 2107 embarcations immatriculées. Le dynamisme de cette activité n'est plus à démontrer. La pêche occupe une frange très importante de la population. Toutes les régions qui nous entourent viennent s'approvisionner souvent en pêche à Mbour. Parce que Mbour n'a pas de campagne de pêche. Mbour a une campagne de pêche annuelle. C'est-à-dire que pendant toute l'année, la pêche elle est continue à Mbour. Au niveau de Mbour, on débarque en moyenne mensuelle 3000 tonnes de produits halieutiques, pour une valeur commerciale estimée à 1,5 milliard de francs CFA. Pour appuyer le secteur, une politique de subvention est menée par les autorités. Nous, on peut dire que l'État est en train quand même de faire des efforts. Parce que concernant les pêcheurs, on a subventionné les moteurs. Si chaque pêcheur qui achète un moteur, on te subventionne 1 million de francs CFA. Ensuite, concernant les quais de pêche, on est en train de construire beaucoup de quais de pêche. Au début, il n'y avait que 8 quais agréés. Maintenant, on a 13 quais agréés. Ensuite, il y a la construction de 19 complexes frigorifiques. Mbour en fait partie et d'autres sites de débarquement. La subvention du carburant hors bord qui est à 497. Je peux parler de la subvention des gilets de sauvetage. Des gilets qu'on vend à 2500 sur le marché et on les apporte jusqu'au niveau du quai de pêche. Pour sa durabilité, l'application du code de la pêche est demandée par les acteurs. Pour avoir quand même une pêche durable, pour quand même l'avenir de demain, on va trouver ici quand même du poisson. Vraiment, il faut quand même les mauvaises pratiques qu'utilisent les pêcheurs, il faut quand même l'État prend ses dispositions pour arrêter ces mauvaises pratiques et appliquer les textes. Si par exemple ça c'est fait, on applique les textes, on interdit les mauvaises pratiques, vraiment je crois bien on aura une pêche durable et l'avenir de demain va trouver du poisson ici dans ce pays. La sécurité maritime a été toujours la préoccupation des pêcheurs. Sur les accidents en mer, le département de Mbour a payé un lourd tribut ces dernières années. Mais si on compare 2-3 années derrière, on voit que ça a baissé, et considérablement baissé. Donc cela veut dire que ces alertes météo, plus tout ce que nous faisons comme sensibilisation, ça commence à porter ses fruits. Toutes ces questions avaient fait l'objet d'un débat réalisé par Radio Sénégal au quai de pêche de Mbour. C'était dans le cadre des antennes décentralisées durant la CAN. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bon dimanche à toutes et à tous.